Pour la dernière discussion de cette journée, nous avons donc souhaité réunir l'ensemble des intervenants afin de débattre de questions qui traversent les actions et les engagements de chacun. Alors du coup, toute compagnie et les questions de texte n'ont pas pu rester, je m'en excuse. Donc voilà, on va faire le débat sans eux malheureusement. On va donc couper ce temps d'à peu près 1h30, 1h20 en deux parties. La première partie où moi et Anaël allons poser des questions et puis les intervenants pourront réagir, discuter, etc. Et puis dans un deuxième temps, du coup c'est vous qui avez la parole pour intervenir et poser les questions que vous souhaitez poser. Alors pour commencer, j'ai une première question. Est-ce que vous considérez qu'il y a un monde spécifique au hacking, quelque chose où vous pouvez vous retrouver, vous pouvez partager des choses. Est-ce que vous-même vous disiez hacker dans vos actions? Voilà, est-ce que vous avez un sentiment d'appartenance vis-à-vis un milieu comme ça, activiste? Alors, chacun peut prendre la parole comme il lui plaît. Juste un terme qu'on peut rajouter, c'est artiviste. Voilà, artiste, activiste. Alors je ne sais pas si j'en fais partie, je me classe dans aucune catégorie. Alors moi c'est un peu spécial parce que quand je pense à hacking, je pense à des choses un peu secrètes, un peu cachées, des choses qu'on fait, on intervient dans l'espace public mais en se cachant. Et moi c'est un peu spécial parce qu'on fait ça à visage découvert. Et ça interpelle beaucoup les gens de voir des personnes qui se permettent de faire des actions illégales à visage découvert. Donc je ne me définis pas comme hacker parce que dans mon imaginaire, hacker c'est des personnes qui font ça de façon cachée, alors que je ne fais pas ça de façon cachée. C'est un peu le détournement des usages, quoi, en fait. Comme je disais tout à l'heure, la fonction est préservée, mais l'usage qu'on en fait est différent. Est-ce que si c'est pas hacking, je sais qu'il y aura un autre. Si c'est pas hacking, peut-être qu'il y a un autre terme qui pourrait définir ce que vous faites. Alors si peut-être qu'il y a des différences aussi. Voilà, est-ce que Citoyen. Ce n'est pas, pour ma part, je ne me mets pas dans une posture ou d'artiste ou d'artiviste, d'activiste ou de militant pour une quelconque cause. En fait, je le vis simplement en tant que citoyen. Je comprends ta démarche d'aller intervenir sur les panneaux, de défendre un point de vue, puisque ça fait partie de nous. On est juste citoyens, acteurs de notre vie. Mais du coup, il faut quand même s'approprier une certaine forme de pouvoir-faire pour intervenir dans des espaces comme ça. C'est pas donné à tout le monde non plus, dans le sens où il faut avoir peut-être une certaine légitimité à faire ça, ou je sais pas, réussir en tout cas à donner les moyens de le faire. La légitimité, elle s'efface de plus en plus. Enfin, la légitimité telle qu'on l'a considérée jusqu'alors. C'est-à-dire que l'artiste devait faire partie d'un sérail, avoir un cursus, passer aux Beaux-Arts, ensuite avoir une galerie qui défend son travail, présente son travail dans les musées, dans les foires, etc. Défendre le travail de l'artiste, avoir une collaboration. L'artiste, lui, était dans son atelier, ne voyait le public que lors des vernissages ou des expositions. Maintenant, le rapport entre l'artiste et le public est complètement différent, parce que les gens vont directement travailler dans la rue, donc tu peux directement t'adresser au public, qui lui-même un public qui n'est pas forcément un public initié, qui avant rentrait pas dans les galeries, peut-être va y aller un petit peu plus, on va prendre des photos en tout cas, partager sur les réseaux sociaux et autres. Et puis en même temps, chez les artistes, on voit qu'il y a une sorte, comment on peut appeler ça, de démocratisation, je ne sais pas trop si c'est le bon terme, mais en tout cas de gens qui ne sortent pas du sérail, et tout le monde y va de leur main. C'est pour ça qu'il y a aussi un grand lobby-boulga dans ce qu'on appelle le street art, c'est-à-dire que tout le monde y va de son pochoir, de son intervention dans la rue. C'est bien, je n'ai pas d'avis sur la question, je ne trouve pas que ce soit ni bien ni mal, c'est plutôt bien dans le sens où voilà, chacun peut prendre part à la ville. Ensuite, bon, il y a des choses plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est plutôt positif.
Moi, je dirais pour ma part qu'on s'inscrit plus dans une époque et on est au milieu de différents courants. Donc après, on est obligé de mettre des étiquettes sur certaines choses pour que la communication, pour que les gens comprennent un peu mieux ce dont il s'agit. Mais en effet, chacun a une part de hacking dans le sens trouver la faille ou détourner quelque chose. Donc ça peut être détourner un objet pour détourner le regard des gens. Détourner un objet pour révéler ses failles et éveiller les consciences sur certaines choses. Après, il y a une part aussi de do it yourself, de maker, voilà, c'est des choses, enfin des termes un peu étiquettes que tout le monde connaît et on y associe certaines images. Quoi. Mais en même temps, je pense qu'on peut pas. Enfin, moi, je ne vais pas me donner l'étiquette parce que demain, je ne ferai peut-être pas la même chose que je fais maintenant. Donc, voilà, on est dans une époque où il se passe certaines choses avec certains mouvements et du coup, on s'inscrit là-dedans. Pour rebondir sur cette notion de citoyen et pour compléter ce que disait Tom sur la question de la légitimité, tu as un petit peu répondu Olivier et puis tu l'as abordé tout à l'heure avec les pratiques amateurs en disant que dans la rue il y avait aussi des personnes qui graffaient ou qui n'étaient pas forcément artistes. Mais Chloé, dans ton intervention, tu revenais sur le fait que par exemple à la Barbe, c'était pas n'importe qui faisait des actions, qui faisait partie du collectif. Pareil, Jérôme, au sein du GRL, c'est des technologies assez précises, informatiques, numériques, qui sont forcément accessibles à tout le monde. Donc le fait que chacun ait une part de hacking, oui, mais dans un certain milieu quand même, non, enfin, c'est un peu situé. Et Marion, je sais moins. On s'adresse quand même à une population qui a même sans maîtriser ce qu'on fait, on utilise des cultures populaires, que ce soit autant Internet que des choses qui sont nées dans la rue. Et on n'est pas, c'est pour ça que ça me plaît aussi, on n'est pas dans un cercle fermé d'initiés avec des références culturelles que tout le monde n'a pas. Voilà, donc c'est plus. Bon. Les techniques qu'on utilise, elles sont, enfin, pour qui veut s'y intéresser, on trouve la documentation gratuitement et librement, les logiciels, on n'a pas besoin de se payer une licence à deux, je sais pas combien. Voilà, c'est à partir du moment où on a un accès à Internet et pas forcément beaucoup de moyens de financement, on arrive à faire les choses ou à les réutiliser. Donc oui, les gens qui s'y intéressent font peut-être aussi partie d'un certain niveau, d'une certaine sphère, mais ce n'est pas complètement fermé en fait. Oui, alors tu parles un peu de technique en fait, d'appropriation de technique, etc. Il y a aussi sans doute une question d'engagement là-dedans. Peut-être ce qui pourrait vous revenir, alors c'est vrai que le terme hacking, c'est peut-être plus approprié par rapport aux actions que vous pouvez mener, mais en tout cas, par rapport à la question de l'illégalité, par exemple, il y a des choses qui se retrouvent dans ce que vous faites. Alors certes, c'est l'usage découvert, etc. C'est peut-être de nouvelles formes par rapport au hacking informatique, peut-être qui se voulaient plus cachés, plus discrets, etc. Voilà, est-ce que par exemple le fait d'être dans une certaine forme de désobéissance vous donne un caractère communautaire peut-être dans vos engagements, je ne sais pas, une manière de vous retrouver dans une solidarité un petit peu. Je ne sais pas si... Au niveau de la désobéissance, en fait, moi j'ai pas l'impression de désobéir ou de braver un interdit, en tout cas quand je vais peindre. Je pense pas que vous non plus, c'est pas ça qui est motivant au départ, c'est-à-dire que pour moi je fais pas quelque chose de mal. C'est tout le défi. Et puis ce que vous faites, à mon sens, non plus, c'est-à-dire défendre une cause, j'essaie d'en faire parler, il n'y a pas c'est principalement de l'action non violente, il n'y a pas de dégradation, donc non, mais il y a quand même des interdits juridiques, des choses comme ça. C'est pas forcément de l'ordre de la morale ou... Ouais, c'est
c'est une certaine appréhension de la société, je dirais, plus que d'interdit. Parce qu'on voit que vous êtes vraiment soutenu par exemple, les gens qui vous ont soutenu pour le procès, qui ont envoyé des dons, etc. En général, on est soutenu par le public, donc c'est plutôt une réticence, même politique. Donc, parce que braver l'interdit, c'est pas forcément ça, quoi. Et aussi, moi, je vois, j'ai commencé l'activisme par les déboulonneurs, et bon, la première action que j'ai faite, où j'ai barbouillé, voilà, on a le cœur qui bat très fort, et voilà, c'est très grisant. Après, c'est toujours aussi agréable, mais voilà, j'ai pu tendre ma ligne, mais surtout j'ai appris à dire non. Et ça m'a servi aussi dans beaucoup d'autres domaines. Voilà, la publicité, c'était quelque chose qui me dérangeait dans l'espace public, ça me dérange toujours, et voilà, j'ai appris à dire non et à le dire voilà, d'une façon, pas seulement maugréant dans ma barbe en disant j'aime pas la publicité, voilà, je faisais des actes, et ça m'a permis après de dire non dans des situations, on va dire des choses plus graves, mais enfin, on se rend compte que c'est pas si difficile que ça de s'opposer à l'ordre établi. Voilà, on n'a pas le droit de barbouiller, on barbouille quand même, bon, on risque d'aller au commissariat, c'est pas grave, il y a encore plein de gens que ça pourrait traumatiser, mais voilà, on peut faire des choses interdites. Dans on parlait d'Hakim, il y a des choses toutes bêtes, hein. J'ai des enfants, et ensemble on fait des bombes à graines, donc c'est des petites billes d'argile dans lesquelles on met des graines. Et en fait, sur le chemin de l'école, là, on les a plantés, cette semaine, on les a plantés sur le chemin de l'école. Donc, on en a mis 6, donc on va attendre que ça germe. Et voilà, on a fait ça le matin, avant d'aller à l'école, avant qu'ils remontent sur la route. Donc, ça apprend, voilà, les enfants ont l'impression que c'est quelque chose d'interdit. Et effectivement, en fait, on n'est pas habitué à s'approprier l'espace public, mais voilà, il n'y a rien qui nous interdit de planter des graines dans un espace vert dans la rue. Et des fois, voilà, on peut commencer juste à faire des petites choses qui sont pas habituelles, mais qui peuvent améliorer notre quotidien. Oui, c'est à Paris, ce qu'on voit souvent, peut-être qu'il y en a dans d'autres villes, mais l'expérience que j'en ai, c'est à Paris, c'est les petits espaces qui sont autour des arbres. Il y a des gens qui vont se l'approprier, faire un petit jardin, planter des trucs, le principe du jardin partagé. On voit que c'est vraiment quelque chose qui se développe, puisque l'urbanisme, tout est fait pour être bien réglé, pour être solide, pour permettre le transport ou voilà, le transport des gens. Mais les vivres, on voit que les villes enlèvent les bancs, il y a de moins en moins d'espace où on peut se poser, vivre. Là, on est en train de travailler par exemple sur un projet d'un jardin ouvert. On va planter des fruitiers, des fraises, des framboises, etc. Les gens pourront venir cueillir librement. Donc ça, c'est dans un espace qui appartient à la ville et que la ville met à disposition. Il y en a énormément. Et il y a 4-5 ans, j'avais travaillé sur un projet à Paris qui s'appelait les petites urbanités libres. Donc c'était un lieu qui s'appelle Confluence, qui est dans le 11e ou le 19e. Et à 500 mètres autour, ils ont donc repéré tous les lieux qui étaient un peu laissés à l'abandon, ou des espèces de petits recoins, ou des endroits qu'on pourrait imaginer faire vivre différemment avec des artistes. C'est un projet qui était assez intéressant. Ça peut aller de replanter, de semer un jardin, ou de faire des installations artistiques dans des endroits, d'installer un canapé, de se reposer, etc. Mais voilà. Donc les modèles changent un peu, quoi. Est-ce que c'est pas aussi l'idée de faire, d'être avec le collectif aussi qui donne ces moyens de se réapproprier un peu cet espace-là J'imagine qu'on est tout seul, c'est plus compliqué que quand on est entouré d'une bande de copains ou qu'on a un soutien, je sais pas, enfin, par rapport aux expériences personnelles peut-être, qu'est-ce qui vous a motivé aussi à vous engager là-dedans Pour ma part, je pense qu'il y a une part d'émulation. Déjà, en discutant de projets ou d'autres, on arrive toujours à
quelque chose qui n'était pas forcément ce qu'on avait prévu à la base. Et puis aussi, ça permet, dans le cadre d'un collectif, de mutualiser des compétences et d'arriver à faire des projets rapidement qu'on n'aurait pas pu faire seul, ou alors qui nous aurait pris beaucoup plus longtemps. Et ça apprend aussi, enfin on apprend des autres, et ça permet aussi d'échanger des compétences et de partager des compétences. Pour revenir sur ta question ayant trait à une forme de communauté, pour le coup, les collectifs que j'ai fréquentés, que je fréquente, donc c'est vrai que, pour revenir à la première question sur si on se positionne sur du hacking ou un autre terme, c'est vrai que nous on se revendique plus comme activistes, et c'est aussi un positionnement, on va dire, dans le champ des groupes féministes, c'est-à-dire aussi se placer dans une forme de radicalité. Donc quelque part, on peut, je pense, avoir des résonances et des échos assez forts avec des hackers, et souvent on s'était dit, tiens, ce serait intéressant de travailler avec cette technicité-là, parce que nous, peut-être c'est un stéréotype que j'ai, mais le hacking ou le hacker, femme ou garçon, c'était vraiment sur l'usage de la technique, un peu ce que fait Jérôme, et c'était comment on pouvait aussi utiliser ces dispositifs-là pour détourner, transgresser les normes dominantes. Je pense que on veut se servir de la technique ou autre pour mettre en évidence ce que produisent les normes dominantes, comment on peut les transgresser, comme on lance une bombe à graines dans une friche, ça va prendre c'est reprendre possession d'espaces qui n'ont plus d'usage, ou qui pourraient avoir un usage privatif. Maintenant, on va le laisser libre. Enfin, il y a des enjeux assez forts aussi de démocratisation. Donc voilà, je pense que parler de hacking, d'activisme, c'est aussi choisir un type de répertoire d'action qui va vers la désobéissance civile, une forme de radicalité. Et je pense que les groupes que je fréquente, ces collectifs, pour revenir à ta question sur, en fait, est-ce qu'il y a une disposition à aller vers ce type de posture politique, je pense que oui. Enfin, les collectifs que je fréquente sont très libertaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais aussi les contreparties, c'est faut savoir s'y intégrer. On ne va pas vous former en fait. Et donc, ce qui peut créer une barrière symbolique pour certaines personnes. Et je pense qu'il faut aussi, puisqu'on a des visées quand même assez inclusives, à réfléchir aussi à ce que nos modes d'organisation produisent politiquement et l'exclusion. Surtout quand, pour le coup, dans les collectifs féministes, on déconstruit les formes de domination. Donc, c'est aussi penser, quand je parlais tout à l'heure d'intersectionnalité, c'est les pouvoirs de classe, de race, de genre, de sexualité, en tout cas tout ça. Et pour revenir sur la communauté, puisque je fréquente beaucoup de groupes non mixtes, j'ai des non mixtes femmes, souvent aussi c'est femmes lesbiennes, oui, parce que plusieurs vont se présenter de manière différente. On est assez attaché à finalement cette forme de communauté, peut-être même de communauté de résistance, pour reprendre les mots d'Angela Davis. C'est que notre expérience de domination fait qu'on se sentira peut-être plus à l'aise que cette communauté qu'on crée peut-être de manière très ponctuelle, éphémère, permet aussi de libérer des paroles, d'être, comme je disais tout à l'heure, dans cet empowerment, dans cet agir, et on a besoin, je pense, de ce corps qu'on forme entre nous pour aussi aller mener les actions. Enfin, il y a une dimension collective de soutien qui est très forte. Et je pense que c'est aussi politiquement très intéressant, mais aussi très subversif, parce que ça produit après dans son quotidien. C'est-à-dire que après on peut avoir l'ombre derrière soi du collectif et y penser, y aller. Quand on se trouve dans une réunion où il n'y a que des hommes qui vous renvoient en fait à vos positions de femmes, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, je sais que je fais un peu jeune et tout, mais ça arrive dans certaines situations, on va m'appeler à la petite. Et là, je dis non, pas
bref titre où je peux sortir ma barbe et rigoler de ça. Donc c'est vrai que, en tout cas, nous, on est assez attachés à cette communauté. Pour nous, c'est pas un gros mot. Au contraire, ça a une puissance d'agir très très forte. Je voulais revenir sur des choses. Alors, oui, tu l'as posé clairement aussi à un moment et ça sous-entend dans certaines autres actions. Tout à l'heure, tu as parlé d'anticapitalisme en disant que voilà, il y avait un positionnement, en tout cas, dans les actions féministes desquelles tu as appartenu, desquelles tu te revendiques, qui étaient anticapitalistes. Je voulais savoir si ça se retrouvait dans la majorité des actions de hacking, d'une part, et d'autre part, quelles pouvaient être les valeurs ou les autres valeurs qui pouvaient être véhiculées. On en a déjà pas mal parlé, mais voilà, faire une espèce de gros brainstorming récapitulatif de tout ce que vous avez pu dire, et parce qu'il y en a beaucoup qui se recoupent aussi, donc voilà. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est le fait de travailler dans la rue, ça recrée vraiment du lien social. Les gens viennent discuter alors que personne ne discute. Dans la rue, passé, on ne discute pas avec les inconnus. Donc les gens se groupent, prennent en photo, discutent avec moi, etc. Il y a une espèce d'engouement qui se crée et aussi d'échange avec les gens. Et quand je peins dans la rue, ne serait-ce que de mettre un peu de couleur, en fait, les gens, ça les émerveille, ça les fait rire, ça les fait sourire. Et c'est plutôt encourageant dans le sens où ils prennent conscience que la vie est triste, qu'ils n'avaient pas remarqué certaines choses, et ils se la réapproprient d'autant plus. Alors sur l'anticapitalisme, forcément, quand on est contre la publicité, forcément on est anticapitaliste. Mais voilà, on n'est pas que anticapitaliste, voilà, la publicité, j'ai dit, c'est très large comme spectre. Forcément aussi, on parle des questions de genre et l'image de la femme dans la publicité, c'est quand même un gros problème. Il y a beaucoup de... Enfin, le spectre est très très large, des choses contre lesquelles on lutte quand on lutte juste pour la publicité. C'est pas juste la publicité, c'est tout ce qu'il y a derrière. Un jour, j'avais longtemps discuté avec quelqu'un qui aimait beaucoup la publicité, et puis à la fin, en tout dernier argument, il me dit mais, vous pouvez quand même pas être contre la croissance. Et, voilà. La discussion s'est terminée là parce qu'il me dit bah si, ouais. Peut-être que la croissance, on peut se poser la question est-ce que c'est bien ou pas. Oui, par rapport à l'anticapitalisme, éventuellement d'autres. Je pense que c'est pas que économique, c'est plutôt par rapport au système à la fois politique, financier, etc. Je pense qu'il faut garder, et c'est sans doute quelque chose qu'on a en commun, une forme d'éveil et d'insoumission, ou tout du moins de vigilance, et avoir du recul et garder les yeux ouverts malgré toutes les pressions de notre environnement, je sais pas, si on a une vie de famille, un travail à côté, tout ça fait qu'on est sous pression, ou on vit à 100 à l'heure, mais si on a des moments où une activité qui permet de prendre du recul et de regarder tout ça, autrement, on peut aussi engager des actions qui permettent de rendre compte de ça à d'autres personnes et d'attirer l'attention là-dessus, et finalement de le faire petit à petit, parce que ça fait pas d'un seul coup évoluer un système qui a priori va pas dans le bon sens. Moi, je voulais juste revenir sur la question de faire communauté dans les actions, le fait d'être sous le même rapport de domination, par exemple, va permettre aussi d'avoir les mêmes idées, les mêmes valeurs, de créer une espèce de bloc, etc.
Est-ce que par exemple la ville qui promeut une certaine image qui promeut la mixité sociale en fait peut aussi apparaître comme un obstacle dans un sens à avoir des prises pour s'attacher à des engagements avec d'autres, etc. Est-ce que le fait d'avoir plein de modes de vie qui divergent, est-ce que ça participe aussi ou pas à de nouvelles formes ou à un démantèlement des actions collectives? Je pense qu'il y avait un sociologue, Étienne Charles, si je me rappelle bien, qui parlait du mouvement ouvrier, où justement le fait d'avoir un quartier où du coup les gens étaient regroupés sous la même classe sociale permettait aussi d'avoir un empowerment, justement d'un pouvoir très fort du fait de communication entre eux. Est-ce que vous pensez que ça a évolué aussi, que cette autonomisation peut-être aussi individuelle ou modifie en tout cas l'impact qu'on peut avoir dans la ville? Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Peut-être pas. Penser au fait que il puisse y avoir des formes de vie en ville où on vit avec plein de gens différents. Il y a toujours des lieux sans doute qui puissent nous permettre d'avoir accès à un regroupement, je ne sais pas comment. Je peux pas t'aider, je comprends pas ce que tu veux dire. Je suis désolée. Bon, peut-être laisser cette question de côté du coup. Non, mais voilà, je suis pas sûre d'avoir plus dit, mais je vais essayer de dire ce que je veux en fait. Mais je pense qu'il y a quand même un enjeu pour qu'il y ait dans la ville et je pense même dans les villages, dans les campagnes, des lieux où, là je pense, je vais prêcher pour ma paroisse, mais par exemple à Paris, à un moment, les milieux lesbiens, queer, trans s'inquiétaient de ne pas avoir de lieu pour se retrouver. Donc il y a un enjeu aussi à se réapproprier des lieux qui permettent aussi l'existence de ce que moi j'appelle, parce que j'aime beaucoup cette expression d'Angela-Davis, des comités de résistance, des lieux qui peuvent être à des moments non mixtes, puis ouverts, ou qui soient des lieux de débat aussi, qu'on crée de la réflexion, de la mise sur agenda. Et donc en tout cas, je ne sais pas si c'était ta question, mais moi ce que je pense vraiment, c'est qu'on a à se battre, surtout pour des groupes sociaux subalternes, qui subissent des formes de domination, que ce soit sur son orientation sexuelle, de genre, de classe, de race, on utilise ce terme en sociologie. Oui, il faut qu'il y ait des lieux, donc il faut se battre, il faut aussi que la ville, les politiques publiques, les pouvoirs publics mettre à disposition des lieux qu'on a des pieds d'immeubles, etc. Donc, je pense qu'il y a un enjeu. Et après, pour aller créer des alliances, en tout cas, pour le coup, dans les collectifs féministes dans lesquels je suis, donc ceux qui sont plutôt radicaux, on a en tête ce rêve de pouvoir faire des alliances avec d'autres groupes qui sont peut-être non mixtes dans un autre sens, où c'est par exemple des femmes qui sont voilées, qui réclament aussi un accès et à juste titre de l'espace public où elles puissent le vivre sereinement, tranquillement, sans être agressées. Je pense qu'il y a effectivement des ponts à créer et qu'on doit y travailler. Parce que ce sera aussi ensemble qu'on pourra, je pense, faire déplacer de manière peut-être plus forte les normes. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas où ta question voulait mener, mais moi ça me menait à ça. Oui, c'est par rapport à la disposition, en fait, à l'aménagement de la ville, comment ça permettait de trouver des formes ou pas de cohésion dans les rapports de force. C'est ça l'idée. Pour revenir au vivre ensemble, en fait, c'est aussi accepter les différences de chacun, donc le communautarisme au départ.
le fait que chacun se regroupe ensemble avec une sorte de communauté de pensée où on pense les mêmes choses, que ce soit chez les immigrés ou par rapport à l'orientation sexuelle, religieuse, etc. C'est plutôt bien. Quand on voit ce que ça donne, par exemple, je reviens sur Paris dans le 13e, on n'aurait pas un super nouvel an chinois à Paris avec des défilés pas possibles s'il n'y avait pas la communauté chinoise qui s'est installée dans le 13e. Donc ça crée après d'autres choses. Je pense que l'humain régénère tous les problèmes qu'il peut rencontrer, mais vers autre chose. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est aussi d'accepter les différences de chacun, quoi. Ça, c'est primordial. C'est un enrichissement pour chacun. Je voudrais juste revenir aussi sur la désobéissance civile, mais on est en ce moment, et depuis novembre, en état d'urgence. Et donc je voudrais poser la question de pratique, enfin, de savoir si ça a changé quelque chose dans la pratique de désobéir civilement en état d'urgence ou pas. Et si oui, comment, et est-ce que les questions se posent au sein des collectifs aussi voilà. Alors, au mois de novembre, c'était les 10 ans des déboulonneurs à Paris. Donc, on avait prévu de faire une grosse fiesta le 27 novembre à Paris. Voilà, suite aux événements, on a annulé la fiesta. Par contre, on avait prévu une action et on a quand même fait l'action qu'on devait faire. Par hasard, on l'avait prévu Place de la République, parce qu'on s'est trouvé que c'était bien Place de la République, donc on n'a pas changé le lieu. Donc voilà, on s'est retrouvé le 27 novembre, juste avant la COP21, sur la Place de la République, à Barbouillé. Voilà, la question s'était posée, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on ne maintient pas? On s'est dit, allez, on ne va pas tout arrêter pour ça. Et voilà, j'étais logée chez un ami déboulonneur qui voilà, m'a dit tu peux laisser tes affaires pour ce soir-là, mais bon, si on est perquisitionné, prends tes affaires, tu peux les mettre chez un ami si tu as des affaires précieuses que tu ne veux pas être perquisitionné. Enfin voilà, c'était très tendu avant l'action. Et en fait, les policiers étaient là, mais pas pour nous. Et donc, on a pu faire notre action, on a barbouillé comme jamais on peut le faire à Paris. On a fait 5 panneaux, voilà. Donc l'état d'urgence permet quand même de faire des choses, faire des actions illégales. Voilà. J'ai aussi, je suis un peu habituée des attentats. On est parti au Forum Social Mondial à Tunis l'année dernière. Et, donc j'ai pris le bateau, c'était 3 jours après les attentats du Bardo. On était logés à 200 mètres du Bardo, chez des amis. Et là, pareil, la question s'est posée, est-ce qu'on fait des actions, est-ce qu'on ose faire des actions illégales alors que c'était l'état d'urgence, alors qu'il y avait des flics partout, au début on ne se rendait pas compte, et puis en lisant les journaux, on se disait, ah oui, hier on a fait une manifestation, il y avait des snipers sur les toits pour nous protéger. Voilà, quand on voit les images après des snipers qui étaient juste à côté de nous pour la manifestation, on est un peu sur leur froide. Et puis finalement, on a quand même fait des actions. On a fait un barbouillage, on a fait une grande fresque sur l'université, et puis après des affichages en ville, voilà, sous les yeux des policiers, et ça s'est très bien passé. Donc voilà, des fois ça peut être tendu, mais voilà, maintenant après avoir fait ça, je peux barbouiller partout, c'est bon. C'est vrai que depuis Charlie, il y a une espèce de, pas de tolérance, mais au niveau du street art, tout le monde est allé. Alors après, il y a eu Fluctueux avec Merlitu, qui était écrit partout. On avait des trucs de Meurot, GC215 qui a fait un portrait d'un policier sur un bloc électrique. Il y a un square qui apparemment va être dédié aussi au street art, où la ville va permettre pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'il y a eu cet engouement, on va dire citoyen, plein de gens qui se sont mis à écrire sur les murs, ou à poster des trucs, ou à mettre des fleurs autour des lieux en hommage aux gens qui ont laissé des choses. Il y a, je crois, un mémorial qui a été fait avec tous ces objets qui ont été récupérés. Écrire la mémoire en tout cas, et puis noter, archiver tout ce qui a été écrit. Donc on sent qu'il y a une espèce, là il y a eu un tout petit souffle, on sent qu'il y a une espèce de truc où dans la rue on nous permet un petit peu plus de liberté, ce qui aurait pu être beaucoup plus local, quoi. Comme en Suède, quand il y a eu ces fameux attentats, on va répondre, le Premier ministre avait dit on va répondre à la violence et
nazisme, c'était un nazi qui avait tué des étudiants sur une île, par encore plus de liberté. En Norvège, pardon. Donc ça aurait dû être le cas en France, malheureusement ça ne l'est pas, mais en tout cas dans ce cas, c'est ce que je peux remarquer un petit peu plus évident. Oui, moi, on n'a pas d'action particulière dans la rue, mais ce qui m'a quand même assez abasourdi, c'est justement cette privation de liberté, ces lois liberticides qui vous apportent un peu à d'autres possibilités. Et de plus, provenant d'un gouvernement de gauche, c'est un peu refroidi. Donc là, j'ai un peu moins de repères politiques maintenant. Mais non, je trouve ça assez terrifiant de pas prendre ce recul, justement, et de créer des lois en réaction à un événement, certes majeur et terrible, mais sans avoir une compréhension globale et sans avoir la perception de ce que ça peut engendrer en termes de privation de liberté, voire de risque pour des gens qui militent, qui ont des comportements qui peuvent être considérés comme extrêmes, mais qui militent pour leur droit. Parce que je pense, et ça, je pense que je rebondis un peu sur ce que vient de dire Jérôme, c'est-à-dire que je pense que dans un état d'urgence, en fait, la désobéissance civile devient quasiment obligatoire. Et pour nos pratiques, en fait, effectivement, on craint peut-être un peu plus les gardes à vue. Donc en fait, ce qu'on a fait avec certaines amies, c'est que en fait, dans notre téléphone portable, on a un numéro d'un avocat et d'une avocate au cas où. Voilà. C'est peut-être plus présent aujourd'hui dans un état d'urgence où on voit effectivement les privations de liberté que ça peut entraîner, les assignations à résidence, ou même, par exemple, il y avait effectivement la COP21 se passait, il y avait ces assignations à résidence d'activistes des mouvements écologistes. Et on a vu qu'on a quand même manifesté, et près de la place de la République, il y a eu des arrestations aussi très arbitraires. Donc en fait, on s'est sécurisé en s'informant un peu plus sur nos droits et en ayant un contact au cas où. Mais je pense que en fait, la désobéissance civile devient quasiment obligatoire en état d'urgence. Quand on est amené au commissariat, très souvent, on nous demande notre ADN. Donc en fait, le fichier, c'est le FNAEG, ça a été créé pour les violeurs et les délinquants sexuels. Et puis après, ils l'ont ouvert à une liste de 139 délits différents. Et donc, le barbouillage peut rentrer dans la liste de ces délits. Et voilà, quand on barbouille, en fait, on risque beaucoup plus pour refus d'ADN. Enfin, c'est pas obligatoire. Quand on barbouille, on a le droit de donner son ADN. Chacun à titre personnel choisit de le donner ou pas. Mais si on le refuse au commissariat, on risque beaucoup plus pour le refus d'ADN que pour le barbouillage. Le refus d'ADN, ça peut être 1 an de prison et 10 000 € d'amende. Voilà. Je disais que le barbouiller, ça apprend à dire non. Voilà, j'ai d'abord dit non à la publicité, puis après j'ai dit non à ce qu'on prenne mon ADN. C'est pas facile, parce qu'on a beau, enfin j'étais prête, j'avais déjà assisté à des procès pour l'ADN, je savais que je ne voulais pas le donner, que je ne voulais pas être dans ce fichier. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui fait le naître et qui dit c'est bon, tu vas le donner, et puis si tu ne le donnes pas, je vais casser ta porte de ta maison pour venir te le chercher de force, et puis c'est bon, ta copine elle a craqué, tu peux craquer aussi. Voilà. On a beau être préparé, c'est pas facile de dire non. Et finalement, grâce à l'entraînement de dire non, voilà, peut-être à la publicité, on peut dire que c'est moins grave, mais voilà, ça apprend à dire non. Et finalement, je ne l'ai pas donné, et ils n'ont toujours pas mon ADN. Merci. Alors, on va laisser la parole au public pour le temps qui reste. Yo. Bonjour. En fait, moi j'ai une question, parce que vous faites tous partie soit de
de collectif, soit en votre propre parole. Alors, en tout cas, vous avez une action qui se définit comme non violente. Et du coup, j'aimerais savoir quel regard vous portez sur les collectifs, les groupes qui justement, au contraire de vous, ont des actions violentes par rapport aux forces de l'ordre ou à d'autres groupes qui sont en contradiction avec eux. Dans le domaine de la publicité, il y a pas mal de personnes qui font des actions violentes. Donc violentes, ça veut dire casser des panneaux publicitaires. Il y a quelques villes où il y a des groupes assez actifs qui ont cassé beaucoup de panneaux. Je crois que c'est Besançon, où ils en sont à plusieurs centaines de panneaux cassés. Quand les personnes se font prendre, elles prennent pas très cher. Voilà, parce qu'un panneau ça coûte cher. Et surtout, l'image que les gens ont de ces personnes, c'est les gens, en règle générale, on a une image assez négative des casseurs et ils ne voient pas forcément le message anticapitaliste qui peut être. Je pense que certains casseurs voudraient manifester ce message-là, mais finalement, je trouve que ça passe pas très bien. Voilà. Après, voilà, je crache pas sur les casseurs. Pourquoi pas, mais je préfère que ça soit assorti d'un message. Et, les mouvements violents, sans message, c'est un peu mal avoir l'intérêt. Dans le graffiti, il y a des personnes qui ont vraiment une démarche de vandale, comme tout à l'heure, je parlais de Kidult, par exemple, qui a travaillé à l'extincteur, ou même dans le tag, il y a une notion aussi de pollution visuelle, d'égocentrisme par rapport aux personnes qui le font. Moi, je suis plutôt dans une démarche en fait positive, quoi. Plutôt que m'attaquer à un truc que j'aime pas, je vais faire un truc que j'aime bien à côté. Donc apporter de la fantaisie dans la rue, à des endroits où il n'y en a pas, apporter de la couleur, apporter le sourire aux gens. Voilà, c'est plutôt une démarche plutôt optimiste que j'ai dans ma vie et puis dans mon travail. Du coup, c'était pour rebondir un peu sur le débat sur l'état d'urgence. Moi, je suis militant politique et pour le coup, l'état d'urgence, je le vis pas bien du tout, quoi. Dans mon action politique, je pense pour tous les collectifs ou des associatifs qui s'intéressent à la cité, c'est quand même ultra violent. Moi, il y a 3 jours, je collais des affiches, je me fais arrêter par la BAC. Je fais également partie d'une association qui vient en aide aux sans-papiers. Quand on se réunit devant la maison, on se réunit, il y a la BAC qui vient nous dire bonjour. Et en fait, c'est ça qui est vraiment brillant sur les lois liberticides qu'on nous fait passer depuis des années, c'est que, on se dit désormais qu'en fait, il faut se sécuriser, se protéger. Tu utilisais l'expression, il faut avoir un numéro d'un avocat, etc., etc. En fait, il faut se sécuriser pour avoir une expression politique. Et ça, c'est pas du tout normal, en fait, que dans notre société, on doit avoir toutes ces connaissances et toutes ces protections pour une expression qu'on dit publique, dans l'espace public, etc., etc. Moi, je me rappelle en déposant un parcours de manif en préfecture, le représentant de la préfecture qui nous dit non, vous ne ferez pas la manif car vous êtes dangereux. Bon, en fait, quand l'État dit à des militants politiques on est dangereux, et je ne fais pas partie de ceux qui s'amusent à tout péter, pour le coup, en fait, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Et il y a vraiment deux poids, deux mesures, parce qu'on le voit malgré tout depuis pas mal d'années, les groupes d'extrême droite ou les groupes nationalistes qui refleurissent sur les facs ou qui refleurissent dans les quartiers, eux ils savent qu'on se réfugie derrière les boucliers des CRS quand ils jouent à la provoque dans les manifestations. Et en fait, voilà, je voulais juste témoigner de ça, parce que d'une part, il y a cet état d'urgence qui, aujourd'hui, on a intégré que pour contester,
les politiques, des choix politiques quels qu'ils soient. Il fallait se protéger, alors que normalement c'est quelque chose de légal. On n'a pas encore intégré, par exemple, que le 9 février dernier, il y a un décret qui est passé qui dit que pour diffuser un tract n'importe où, il faut le déclarer en préfecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut diffuser un tract et qu'on ne l'a pas déclaré en préfecture, si monsieur le préfet juge que je suis dangereux, je peux me faire arrêter, je peux être condamné. Et moi je voudrais alerter, parce qu'on parlait de l'état d'urgence, on disait les expressions citoyennes sont tolérées, sont favorisées, sont encouragées, certes, mais l'expression politique qui est extrêmement importante, parce que c'est des choix politiques derrière l'état d'urgence, l'expression politique aujourd'hui elle est fortement condamnée. Et si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vous dites, c'est que du coup, s'il faut sécuriser pour avoir la possibilité de réagir, c'est que ça pose des questions même en termes de classe sociale, de race, parce qu'il faut des ressources du coup. Et il faut voilà, du coup, un certain réseau, etc., etc. Je pense que bienvenue en oligarchie. En fait, je pense qu'on a une classe dirigeante qui veut conserver le pouvoir et qui feint de nous faire croire qu'on a notre mot à dire dans toutes ces décisions, alors que c'est absolument pas le cas. Et voilà, à partir du moment où on essaye d'affronter des actions fut-elles citoyennes, on risque de devoir couper l'herbe sous le pied et inquiéter, quoi. Donc il y a un certain nombre d'associations, je crois, qui informent. Alors il y a toute la fédération des fournisseurs d'accès Internet libre, enfin associatif, qui forment régulièrement les gens sur les outils nécessaires à la vie privée, donc pour encrypter ses données, ses mails, etc. Il y a une association aussi qui s'appelle la Quadrature du Net, qui va défendre au niveau du Parlement européen tout ça, en fait, tous ces systèmes qui permettent de s'exprimer librement et essentiellement sur Internet. C'est là que se fait le contrôle aussi. Et donc c'est essentiel de les soutenir et de s'informer à ce niveau-là, malheureusement, si on veut continuer à lutter. Moi j'avais une question pour les Boulana. En fait, derrière le mot publicité, publicité à la base c'est fait de rendre public. Et du coup, je voulais savoir, selon vous, quelle était votre définition du coup de ce que c'était que la publicité, et si vous ne pensiez pas qu'il y avait peut-être un truc à faire avec ce mot, essayer de se réapproprier, parce que vraiment, il y a la publicité capitaliste, tout le monde qui défend une conception capitaliste, et il y a aussi la publicité des associations, de tous les gens qui essayent de militer contre. Et je me demandais, déjà, quelle était votre définition de publicité dans votre action, et aussi si vous ne pensiez pas qu'il y avait quelque chose à faire là. Alors effectivement, dans notre bouche, quand on parle de publicité, on parle de publicité commerciale. Donc la définition, c'est un message qui a pour but de vendre un produit. Voilà. Après, c'est vrai qu'on ne s'est pas réapproprié le mot publicité, on n'y a pas pensé. Après, il est tellement associé à la publicité commerciale que... Mais il n'y a pas que ça. En fait, je pense qu'il y a un gros truc à travailler là-dessus. Moi, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi tout ça. Sur le fait que la publicité, à la base, c'est rendre public. Le graphe, c'est de la publicité aussi, un peu de la publicité de l'art, d'une conception un peu plus artistique ou plus, je sais pas comment dire, activiste du monde, entre guillemets. Et je me demandais si vraiment il n'y avait pas un truc à faire à ce niveau-là. Si la publicité, elle n'était pas trop vue comme étant quelque chose de péjoratif, et au final, essayer d'accentuer sur le positif de la chose, en fait. Parce que barbouiller des panneaux, c'est cool. J'en ai fait avec vous des actions sur ça et tout, c'est vrai que c'est super bien. Mais en même temps, je me dis, si on ne participe pas en faisant ça aussi à accentuer la chose, à affronter deux mondes, alors qu'on devrait peut-être essayer de les unir, en fait. C'est peut-être un peu utopiste, mais... pourquoi je sais pas y réfléchir, mais... on a pour projet, on aimerait bien utiliser ces supports pour rendre public, par exemple, des œuvres d'art.
on demanderait aux gens de faire des affiches. Des contre-publicités en fait. Voilà. Des contre-publicités, mais même juste une œuvre d'art qu'on pourrait afficher. Voilà. C'est une piste qu'on creuse, il faut trouver un peu les moyens, il faut trouver les artistes. Il y a une anecdote comme ça, je ne sais pas si vous connaissez l'association Le Mur, modulable, urbain, réactif. En fait, ça a démarré il y a maintenant 10-15 ans avec un artiste qui s'appelle Tom Tom qui lui découpe la serre et les affiches publicitaires. Il les mouille, il les découpe et il laisse apparaître l'affiche qui est en dessous, donc il crée comme ça de nouvelles images. Il s'est attaqué à le panneau appartenait à Dauphin, donc c'était un méga 4x3, il est encore plus grand que 4x3 parce qu'il est en longueur comme ça. Il s'attaquait toutes les semaines, donc il recouvrait, mais lui il recontinuait, et à la fin ils ont créé cette association, et du coup tous les 15 jours il y a un nouvel artiste qui vient peindre nos fresques. La mairie a réaménagé la totalité du mur, donc ça c'est plus seulement un panneau publicitaire sur un mur décrépit, tout est habillé autour, et tous les 15 jours, voilà, il y a un nouvel artiste qui vient, et ça y est, donc on peut dire qu'on a gagné, je suis avec eux, ils ont gagné, on a gagné quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a un espace publicitaire en moins, et un lieu d'expression artistique, donc tous les 15 jours, il y a un nouvel artiste qui vient. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien, c'est une victoire. Et après, pour un panneau d'expression, voilà, il y en a des milliers. Enfin, déjà, bon, la loi interdit les 4x3 dans Paris, il y a pas mal de choses qui sont positives là-dessus, mais bon, c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup de trucs. Il y en a encore. Non, juste pour. C'est vrai que c'est vraiment une des questions importantes. J'ai l'impression aussi, cette question de la publicité, mais justement par rapport, on disait tout à l'heure, le détournement, le barbouillage. Le barbouillage, on avait aussi l'impression que c'était une possibilité d'introduire, parce que dans la publicité, il y a rendu public, mais du coup, dans l'espace public, il y a aussi la notion de la conflictualité possible, et que du coup, barbouiller, inscrire le fait qu'il y a une autre... qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une force d'opposition, ou qu'il y a quelque chose du coup de l'ordre d'un désaccord avec la manière dont la vie s'organise autour de la publicité commerciale. Le fait de barbouiller, ça inscrit des accords dans notre paysage, puis aussi dans l'espace public. C'est une manière de renforcer la publicité de cet espace, non seulement comme espace pour rendre visible, mais aussi pour y faire jouer du désaccord. Donc du coup, c'est un peu ce que vous dites, quoi. Finalement, barbouiller, ça permet de renforcer cette publicité. On appelle souvent nos barbouillages des légitimes réponses. Voilà, donc, on nous donne, les publicitaires disent souvent que c'est de la communication. Dans la communication, c'est des personnes qui échangent, et c'est à double sens une communication. Et, donc là, justement, les publicitaires veulent communiquer avec nous, donc c'est notre légitime réponse, on leur répond. On n'a pas envie d'avoir ce message, mais voilà, c'est une façon de répondre à ce message. Il y a un artiste qui est intervenu, vous parliez tout à l'heure de la possibilité d'intervenir, de détourner les affiches de manière artistique, ou en tout cas en utilisant un langage artistique. Il y a un artiste qui s'appelle Zeus, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui a assassiné les personnages des publicités en tirant une balle dans la tête avec une bombe de peinture rouge. Il faisait juste un point sur le front, et ça dégoulinait, donc on avait la belle actrice sur l'affiche avec une balle dans la tête. C'était assez violent, c'était percutant, voilà, aussi intéressant, ça rejoignait un peu votre travail. Bon, c'est toujours sur le thème de la publicité, mais c'est parce que je rebondis sur ce matin, ce que tu avais dit, Marion, sur la publicité en affichage dans l'espace public, qui était vraiment en réception directe et non demandée. Différemment, par exemple, des prospectus, machin qu'on reçoit chez nous. Parce que maintenant, il y a une autre forme de publicité aussi qui se fait, c'est par tout ce qui est données données personnelles, sur les smartphones, sur autre chose, et qui est aussi hyper intrusive. Toutes les nouvelles technologies, par exemple, si on passe devant un magasin et qu'on a donné nos données auparavant, mais on n'en est pas forcément conscient non plus de ça, et on passe devant et hop, on a un petit message, tiens, il y a 10% pendant 30 minutes, machin.
Et c'est hyper intrusif aussi. Du coup, je voulais savoir si vous étiez déjà posé la question. Alors, je sais que vous êtes vraiment des boulonneurs sur l'affichage publicitaire, mais peut-être de s'élargir et de poser la question de cette publicité qui est vachement intrusive dans l'intimité aussi de la personne. Alors c'est vrai qu'il y a des choses intrusives. Nous, on reste sur l'affichage dans l'espace public. Il y a Résistance à l'agression publicitaire, RAP, qui est une association qui a plus de 20 ans et qui traite justement de ces sujets. Et ils sont très au point justement sur la publicité, sur les smartphones, avec les trackers. Voilà, donc, il y a des moyens, enfin, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que dans la publicité dans la rue, on ne peut pas s'empêcher de ne pas l'avoir. Enfin, alors on est obligé de l'avoir. Il y a quand même quelques outils, je ne sais pas à quel informaticien, mais il y a quelques outils qui peuvent te permettre de ne pas être suivi, de ne pas donner tes infos personnelles sur. Juste ne pas avoir de smartphone. Moi j'ai un téléphone, très vieux téléphone, et je ne vais pas traquer. Oui, en effet, donc, il y a des systèmes, alors ça n'empêche pas, mais ça limite. Donc, je pense sur la majorité des smartphones pour ne pas communiquer ces données à des trucs de pub. Après, il y a des extensions aussi qui peuvent s'installer sur les navigateurs qui permettent aussi de bloquer tous ces systèmes qui vont suivre toute votre navigation et déterminer un certain profil. Ce qui fait que, par exemple, vous allez, on en parlait ce matin, vous allez sur Amazon, sur eBay et sur, je sais pas, votre site pour chercher des informations sur un appareil photo lambda, et le lendemain matin, vous ouvrez votre Gmail et vous avez la pub qui correspond à côté. Ça, vous pouvez le bloquer. Et après, il y a aussi des systèmes. Alors, il y a un artiste qui s'appelle Steve Lambert, qui est américain, qui a fait un système donc, pareil, qui s'installe sur votre navigateur et qui va remplacer toutes les pubs par des œuvres d'art qu'il a sélectionnées, donc les photos, les vidéos qui s'affichent en remplacement des publicités. Je tiens juste à préciser, en fait, c'est particulièrement pour les jeunes publics aussi, en fait, qui sont très jeunes sur Internet, qui naviguent généralement aussi tout seuls sur Internet chez eux ou par le smartphone à l'extérieur aussi, et qui ne sont pas forcément informés de tout ce qu'il y a derrière l'ordinateur, de toutes les données qui sont collectées, qui sont reprises pour des fins commerciales. Et du coup, c'est vraiment par rapport à ça, à une communication, une information plutôt des jeunes publics qui n'ont pas forcément la notion de ce qui se cache derrière, parce qu'ils ont grandi aussi avec, et je pense que peut-être qu'actuellement on parle pas assez de tout ce qu'il y a derrière pour les jeunes publics en tout cas. Oui, tout à fait. De toute façon, il y a une grosse part d'éducation à faire au niveau des parents quand c'est possible, et puis peut-être au niveau de l'enseignement ou d'autres choses, d'autres cadres extrascolaires dans lesquels il pourrait être. Mais c'est comme tout, il faut apprendre. Il faut aller acheter le pain tout seul. Voilà, il faut savoir, il faut regarder avant de traverser la rue, ne pas dire oui au monsieur qui veut donner des bonbons, enfin, je sais pas, des trucs. Voilà, et il faut voir, je pense qu'il faut voir Internet comme une extension, mais pas comme un truc à part, de notre environnement. En fait. Donc il y a une forme de cynisme aussi de la part des jeunes, parce qu'ils, mine de rien, sont super bien appropriés la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, et Google, etc. Et quand on voit, par exemple, qu'on est prêt à accepter certaines choses, quand on voit ce que Google va pouvoir nous permettre de faire, c'est-à-dire d'avoir une boîte mail, de se géolocaliser, de se balader dans une ville qu'on ne connaît pas, de créer un blog, etc. Facebook, c'est pareil, d'utiliser Facebook, de pouvoir diffuser comme ça à un certain nombre de personnes, de créer des événements, enfin tout ce que Facebook permet de faire, on sait très bien qu'ils récupèrent nos données, qu'ils utilisent. Une forme de cynisme et d'acceptation de ce principe-là chez les jeunes, en tout cas, je trouve. Je suis pas sûre que tous les jeunes, en tout cas, ils ont conscience justement de ça, en fait.
après, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience de ça, même sur tout ce qui est par rapport aux images qui peuvent diffuser leurs copains, leurs copines, dans certaines situations. Ils n'ont pas forcément conscience parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de recul, du coup, ils ont grandi avec et c'est aussi tellement large les possibilités qu'offre justement Internet qu'il y a une limitation. Après oui, c'est aussi de l'ordre de l'éducation des parents à éduquer aussi à l'appréhension de cet outil-là, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau plus institutionnel aussi, en termes d'information. Oui, je vais essayer de te répondre parce que en fait, j'ai travaillé sur un service civique qui était montage de projet et j'ai essayé de monter des ateliers pour justement expliquer ce que c'était que la publicité aux collégiens et tout ça. Et en fait, il y a un problème majeur qui s'est posé. Tu dis éducation à la publicité, c'est bien. C'est qu'en fait, dans l'éducation nationale, il faut rester neutre si on veut parler d'un sujet parce que les parents des élèves peuvent être publicitaires, peuvent défendre ce modèle-là, capitaliste et tout ça. Et du coup, quand on intervient dans les écoles, il faut rester neutre. Or, rester neutre dans un thème aussi instable qu'est la publicité, d'où le fait que je disais il faudrait inventer un nouveau mot parce que publicité, c'est tout, rien, c'est rendre public et tout ça. C'est un terme tellement large que c'est impossible de réussir à faire de l'éducation à la publicité, tout au moins à alerter les générations qui arrivent et tout ça dans un cadre scolaire et d'éducation, parce que c'est prendre parti, on est obligé de prendre parti. Et si on prend parti contre la publicité, on a l'éducation nationale derrière qui va dire « Ouh, attention, il y a les parents d'élèves, machin, tout ça, qui sont pas d'accord ». Et si on prend pour, et ben alors là, à ce moment-là, c'est pareil, parents d'élèves qui sont contre la publicité, qui vont arriver. Donc du coup, ça arrive toujours à inclure dans une conception sociétale, en fait. La publicité, c'est vraiment une thématique qui est super compliquée à aborder, et en faire de l'éducation, c'est presque impossible. Ou alors, à ce moment-là, à petite échelle, et on ne touche pas le plus qu'on voudrait toucher, quoi. C'est vraiment... C'est marrant parce que c'était la thématique des premières rencontres urbanité numérique. C'était sur la question plutôt des jeunes, et puis on avait exploré la manière dont à la fois quand on était adolescent, même ou préadolescent, on avait les premiers pas seuls dans la vie, et puis les premiers pas seuls aussi dans les réseaux numériques, et l'apprentissage des réseaux sociaux notamment, et que du coup dans l'école, l'approche elle était très sécuritaire souvent. Et puis c'est pareil pour la ville, on fait attention au danger, en fait on dit attention au danger, donc c'est la rue, il faut regarder, etc. attention, pas accepter les bonbons, et au collège c'était attention, mettez pas vos photos, attention, parlez pas avec n'importe qui, et du coup on avait essayé de repérer des projets qui étaient aussi des projets d'apprentissage de la créativité, c'est-à-dire c'est dangereux, mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut participer à l'individuation, c'est-à-dire prendre sa place dans cet espace et comment on peut prendre sa place de manière créative. Du coup, il y a eu des projets autour de ces questions-là, et c'est intéressant de voir la proximité à chaque fois entre la ville et puis et ce qu'on peut y faire, et puis aussi les réseaux sociaux, on met aussi en jeu son identité et tout ça. Du coup, ce que je voulais redire, en fait, finalement, peut-être que la première fonction du hacking, tout ce qu'on a démontré en fait depuis le début, c'est de porter et d'inscrire le questionnement en fait de ce que fait la société, de ce qu'on nous apprend, mais de l'inscrire vraiment dans le paysage. Et quelque part, pas forcément d'apporter une réponse ou de vouloir imposer une réponse à tous, mais vraiment de porter ce questionnement. Je voulais répondre du coup à la jeune femme de 20 qui parlait de la... Elle est peut-être vieille, mais super bien conservée. Non, mais écoute, tu disais, c'est vrai que l'éducation nationale, elle essaye d'avoir, de freiner un peu des prises de position qui sont trop marquées, mais pour autant, le cadre de l'éducation nationale, il est quand même traversé de rapports de force, et la neutralité, moi je ne sais pas ce que c'est, la neutralité parfaite,
on ne peut pas rester sur une ligne de crête permanente en fait. Et des interventions dans le milieu scolaire ou même de la part de professeurs, elle n'est jamais neutre. Par exemple, si on parle de l'intervention concernant l'alcool ou la consommation de stupéfiants, c'est pas la même chose quand c'est un gendarme qui vient et qui croise les bras derrière et qui dit si je vous vois avec un bout de joint, vous allez voir, vous allez tâter du bâton. Et si c'est une association qui vient pour en parler avec une autre approche, bien ou pas bien, voilà, hein, on juge, c'est aux jeunes de juger. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, tous les cadres publics sont traversés de rapports de force et il faut s'engouffrer dedans. Parce que ce soit la rue avec l'action des boulonneurs, par exemple, ou de manière plus générale de l'acquis urbain, ou que ce soit le cadre public de l'école publique, aujourd'hui, il faut lutter dedans. Parce que si on laisse la place aux gendarmes pour faire de la prévention, moi j'ai travaillé dans la prévention, je sais très bien ce que c'est la prévention made in gendarme. Je suis désolé pour les gendarmes dans la salle. Bon, voilà. Et c'est comme, par exemple, suite aux attentats de l'année 2015, suite aux attentats à Charlie Hebdo. L'éducation nationale elle a sorti un petit livret sur la laïcité. Et il y a marqué texto à l'intention des professeurs que si jamais un étudiant refuse une explication, avance des arguments religieux pour contrer son argumentation au professeur, il est marqué texto de la part de l'éducation nationale de ne pas s'engouffrer le débat, de ne pas s'engouffrer dans ce débat et de contourner un peu ce que pose l'étudiant ou l'élève. Et pour moi, je considère que c'est un recul extrême qu'on dise aux professeurs que si jamais un étudiant dit « Ah non, Adam et Ève, ils côtoyaient les dinosaures et ils mangeaient des pommes à côté d'un diplodocus », moi ça me gêne en fait. Et il y a des rapports de force permanents dans les cadres publics et il faut lutter contre ça parce que sinon, tu vois ce que je veux dire ou pas ce que tu disais à propos de la publicité, il ne faut pas avoir un avis trop tranché, mais malheureusement, si on n'a pas d'avis tranché, on se fait rouler par ceux qui aujourd'hui dominent l'expression officielle, hiérarchique et qui véhiculent une certaine idée, quoi. Voilà. C'est juste une constatation. Et, je suis intermittent du spectacle, voilà. Et quand on voit une société qui, à un moment donné, baisse l'argent à la culture, baisse l'argent dans l'éducation, baisse l'argent dans le social, mais augmente l'argent dans la publicité, je pense que, voilà, la boucle est bouclée, quoi. Si les gens deviennent un peu plus bêtes, peut-être que les messages passent un peu mieux et du coup c'est plus facile pour les publicitaires pour acheter de nouveaux parfums, le nouveau fromage, la nouvelle brosse à dents. Voilà. Du coup je pense que c'est un combat tous les jours. Le problème c'est que maintenant on a 10 000 combats à mener et c'est un peu dur. Bon, soit on fait des choix, mais en ce moment j'ai un peu l'impression que tout est en train d'être mis en question et c'est hyper difficile de choisir son combat, etc. Parce qu'on ne peut pas tout mener. Et nous on est dans un microcosme, on est tous à peu près d'accord, mais la majorité de la population c'est pas ça, quoi. Quand on se balade un peu en campagne ou dans d'autres milieux, même dans des milieux un peu plus populaires, les gens ne se posent plus de questions, quoi. Pour eux la publicité c'est normal, pour eux le manque d'éducation c'est normal, pour eux le manque de travail c'est normal. Voilà. Donc je pense qu'il faut continuer à faire des happenings, à être activiste et tout ça, mais il faudrait peut-être... je sais pas, j'ai pas de solution, mais bon, voilà, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu pessimiste, quoi. On va terminer sur ces belles paroles. Je voudrais juste... oui. Il y a une dernière question. D'accord, une dernière question. Bonjour, en fait, j'ai eu une idée entre deux tout. Il y a des projecteurs, ils sont à bon prix en ce moment, les projecteurs qui balancent des images contre les murs, en fait. Ici, il y a des associations, il y a des artistes
si chacun peut balancer vos messages sur des murs, le mur de vos voisins, c'est un peu, on salit pas le mobilier urbain, on détruit rien, c'est juste des images qui sont projetées, un peu comme ce qu'il y a sur les opéras, tout ça, sauf que les associations et puis les artistes balancent leur message en fait. Un peu, je sais pas, ça pourrait créer un mouvement, non? Je sais pas, c'est maintenant. Je vois qu'il y a plein de personnes qui représentent un courant, des féministes et des boulonneurs, je découvre en fait. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a des tas de personnes qui représentent un mouvement, quoi. Puis, je sais pas. Vous avez compris quoi? Mais il faut te lancer. Un peu comme dans un peu comme dans V pour Vendetta en fait. On a des citoyens en fait qui écrivent sur les murs ce qu'ils pensent de leur gouvernement. Et à la place, au lieu de les écrire et les taguer, on les balance électroniquement sur des murs en fait. C'est le voisin qui sera pas content, mais les gens vont s'arrêter quoi. Et pour les projecteurs, il y a déjà des groupes qui utilisent ça, enfin sortir du nucléaire, je sais qu'ils ont la technologie pour, ils projettent des choses. Voilà. Les publicitaires aussi connaissent les projecteurs. Alors en France, on ne l'a pas encore, mais je suis allée à Vienne il y a quelques années et il y avait un restaurant qui avait le menu du restaurant affiché par vidéoprojection sur toute la façade de l'immeuble. Et c'était des bourses, des saucisses, des plats en sauce qui étaient projetés sur tout l'immeuble. Donc il y a encore de la marge pour l'utilisation. Et juste pour l'intervenant tout au fond, il y a beaucoup de choses, et peut-être que ça ne sert à rien, mais en fait, c'est pas parce que ça ne sert à rien qu'il ne faut pas le faire. Et la publicité, des fois, on a l'impression que, de toute façon, enfin, c'est pas avec nos petits moyens qu'on arrivera à la faire reculer. Mais si déjà les gens, en voyant nos slogans, se disent « Ah, oui, effectivement, il y a une publicité là, et qu'est-ce qu'elle dit ?» Et si ça les amène un tout petit peu à réfléchir sur le message que véhicule la publicité, déjà ça sera l'idée. Mais voilà, c'est pas parce que ça sert à rien qu'il ne faut pas le faire. Je vous invite juste après mes 2-3 mots de remerciement à poursuivre cette discussion dans le pot de clôture de cette journée qu'on a préparée dans la ville. Je voudrais juste prendre une minute pour remercier vivement tous nos intervenants. Marion du collectif Les Déboulonneurs, Jérôme Sinclair pour le GRS, Chloé Legouès, de toute compagnie, ETEC, terrain d'exploration citadine qui n'ont pas pu rester pour la discussion collective, et Olivier, le Cyclope, d'avoir accepté de participer à cette journée. Merci à Rémi Crombé pour son résumé synthétique introduisant les échanges de l'après-midi. Un grand merci aussi aux membres de la Maison Folie Moulin pour leur accueil et leur accompagnement, et pour avoir de nouveau accueilli ce projet au sein de leurs locaux. Merci à Sylvain qui est en technique. Merci à Aline qui a été présente toute la journée. Merci aussi à Naïma qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui nous a beaucoup aidé en amont. Merci à Pictanovo pour sa confiance et particulièrement à Malika Palmer, Samia El-Walid et Christophe Chailloux qui étaient là ce matin pour leur disponibilité et pour la présence de Christophe ce matin. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir nous écouter et participer aux échanges. Merci à l'Université Lille 3. Et particulièrement, alors elles sont pas là, mais nous ont quand même beaucoup aidé, à Floriane Lambert, Julia Ollion et Delphine Zewuki pour leurs aides. Et surtout, merci à Marion Davider et Émilie Dallège, enseignantes au sein de notre master, qui sont en charge du cours d'urbanité numérique, qui a permis de monter ce projet et de le mener à bien. Merci pour leur patience, pour leur présence, pour leur confiance et pour leur disponibilité.